Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Amis, téléspectateurs, bienvenue sur Conviction. J'ai le plaisir de recevoir dans le cadre de cette émission ce soir Monsieur Souleymane Hamzat. Nous allons faire un tour d'horizon des questions liées à la sécurité et à la paix en Afrique. En ce moment, nous savons qu'il y a de nombreux foyers de tension, il y a des prises d'otages. Les lumières de l'actualité sont braquées sur notamment ce qui se passe au Mali, les dernières prises d'otages au Cameroun, au nord du Cameroun, donc des otages qui ont été ensuite déplacés vers le Nigeria, probablement, et 7 autres étrangers qui ont été tués il y a quelques jours simplement en Afrique. Donc pour faire un tour d'horizon de ces problématiques en Afrique aujourd'hui, nous avons donc invité Monsieur Souleymane Hamzat. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Biané. Monsieur Souleymane Hamzat est un spécialiste des questions de sécurité. Il est consultant. Il a été formé dans les forces spéciales libyennes à la fin des années 80, donc entre 87 et 89. Et aujourd'hui, Monsieur Souleymane Hamzat est directeur général de la société Protector International, donc spécialiste des personnalités à haut risque notamment. De protection des personnalités à haut risque. Voilà. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Hamzat. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est à la base de cette inflation de sécurité en Afrique en ce moment? Je vous remercie de m'accorder l'opportunité, n'est-ce pas, de venir apporter à la face du monde cette vision-là que nous avons de l'insécurité et de la sécurité en Afrique. Mais je voudrais avant tout qu'on place ce débat, n'est-ce pas, sous l'ouverture de la franchise. Il y a des choses qui vont peut-être déplaire, il y a des choses aussi qui vont plaire. Mais avant tout, il faudra que la vérité soit dite. Pour ce qui est de l'insécurité, il faut reconnaître que nous vivons dans des États dont les frontières sont d'abord perméables. Vous pouvez transporter n'importe quoi d'un point A à un point B, parfois même sans être contrôlé. C'est vrai que nous vivons sous le sceau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne la CEDEAO, où se passe aujourd'hui le théâtre des opérations. Je vais citer le Mali. Mais il y a des paramètres qui sont d'ordre politique, qui ont engendré, n'est-ce pas, l'insécurité en Afrique. Je prends par exemple le conflit libyen. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la Libye est devenue un grand centre commercial à ciel ouvert de vente d'armes et de trafic en tout genre. Je n'accuse pas les autorités libyennes actuelles. Mais durant le conflit libyen, il n'est pas caïd, ce n'est pas un secret de polichinelle pour quelqu'un de savoir qu'il y a eu de très grandes transactions entre le nord malien et la Libye, dont les dépôts d'armes à l'époque ont été complètement vandalisés. Donc il faut reconnaître que c'est déjà un point d'insécurité. Donc c'est un petit peu la conséquence de la guerre en Libye, de la crise libyenne, et du départ du colonel Kadhafi, c'est ce que vous voulez dire? Le départ du colonel Kadhafi en soi n'est pas le problème, mais c'est l'effondrement du régime libyen qui a engendré, n'est-ce pas, la dislocation de tout ce qui concerne les organigrammes au niveau de l'armée libyenne. La sécurité, l'armée, le militaire, le paramilitaire. Tout a été pillé. Et on se retrouve aujourd'hui avec un pays, avec une armée complètement désorganisée. Alors, à partir du moment où on ne peut plus contrôler ce qui se passe dans les poudrières d'un pays aussi nanti d'armes que la Libye, une véritable poudrière, la Libye, parce que je suis resté quand même 3 ans. Une véritable poudrière. Vous vous imaginez? Je vous donne un exemple tout simple. Imaginez-vous qu'une caserne de Tripoli, en matériel, puisse faire la quantité d'armes d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'une seule caserne libyenne est un peu l'équivalent d'une armée d'un autre pays africain. Je sais de quoi je parle. Imaginez-vous alors le nombre de casernes libyennes. Imaginez-vous le nombre de poudrières dans chaque caserne. Imaginez-vous par la suite, évidemment, qu'il y ait ce vandalisme-là aujourd'hui qui brase tous nos États.
Et c'est dangereux pour le futur. Mais je ne voudrais pas condamner tout de suite ceux-là qui sont dans les trafics. Je voudrais condamner ceux qui ont provoqué ce vandalisme-là. Et selon vous, qui sont ceux qui ont provoqué ce vandalisme? Il ne fallait pas aller bombarder la Libye, tout simplement. Vous savez, l'hirondelle qui attire la pluie reçoit toujours les premières gouttes de pluie sur sa tête. Quand vous allez, sous prétexte que vous exportez la démocratie en plein désert, bombarder un pays qui était dans la paix, dans la sérénité, il faut savoir après assumer les conséquences. Donc vous voulez dire que les risques n'ont pas été suffisamment calculés pour... en tout cas, au moment où la France, le gouvernement du président Sarkozy allait bombarder la Libye, les risques n'ont pas été suffisamment calculés. Tout à fait. C'est ce que vous voulez dire? Tout à fait. Les risques n'ont pas été suffisamment calculés. La preuve, on parle de missiles qui ont disparu. Je ne sais pas, 300 missiles qui auraient disparu, qui jusqu'à ce jour n'ont jamais été retrouvés. Ces missiles se trouvent où? Ils ont pourtant les meilleurs services de renseignement, ils ont tous les moyens possibles pour détecter et retrouver ce genre de matériel, ce genre de matériaux. Jamais de matériel, pardon, mais jamais ça n'a été fait. Personne n'est venu. Écoutez, il faut qu'on arrête de nous voiler la face. L'insécurité aussi est le fait des grandes puissances. Je vous donne un exemple encore. Prenez le cas de l'Irak. On nous a parlé d'armes de destruction massive. Mais elles sont où? Il n'y a jamais eu, en tout cas, à ma connaissance, jusqu'à ce jour, on n'a jamais retrouvé d'armes de destruction massive. Donc le problème, il est autre. Il ne faut pas qu'on mélange... On n'a jamais retrouvé d'armes de destruction massive, dites-vous, mais en quoi le fait de n'avoir pas retrouvé ça justifie votre affirmation selon laquelle l'insécurité est aussi le fait des grandes puissances, c'est ça? L'Irak, au temps de Saddam Hussein, était soi-disant un régime dictatorial. D'accord? Nous l'acceptons encore. Mais qu'on aille bombarder un pays qui, ayant à sa tête un dictateur, n'a pas généré autant de morts, n'a pas nécessité qu'on aille bombarder des casernes, que des armes soient en perdition dans la nature. Vous voyez un peu ce que cela peut créer. Fait, les grandes puissances trouvent parfois des prétextes pour aller bombarder les pays, donc leurs réseaux sont ailleurs, et ça entraîne d'autres conséquences. C'est ce qui s'est passé en Irak, c'est ce qui s'est passé en Libye. C'est ce qui s'est passé en Libye. Et c'est ce qui entraîne... l'insécurité au niveau de l'Afrique, en tout cas, c'est ce qui entraîne une bonne partie de l'insécurité et de ce que nous vivons au Mali. Ils auraient dû laisser le problème libyen se régler entre eux, c'est-à-dire entre eux Libyens, qu'on n'en serait pas arrivé à cette crise-là. Et dans cette crise-là, il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont traversé les frontières, qui ont été s'approvisionner. Vous lisez Jeune Afrique, je crois que c'est le dernier là. Vous voyez comment, déjà au sein de la Libye même, il y a eu ce qu'on appelle des katibas, ce sont des unités djihadistes qui se sont servis dans des casernes et qui ont permis d'alimenter certains qui sont rentrés dans le Sahel et qui attendaient le bon moment pour réagir. Et quand ça s'est fait, heureusement qu'il y a eu une réaction. Mais cette crise en Libye s'inscrivait un petit peu dans le cadre de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Donc c'était pas seulement en Libye. C'est vrai que le cas libyen était un petit peu particulier. La France est intervenue, mais il y a eu aussi des soulèvements dans d'autres pays. C'était le printemps arabe, donc c'était une révolution en quelque sorte pour changer la face. Ouais, moi je ne m'inscris pas dans cette mascarade-là. Printemps arabe et tout ce vocabulaire morbide et mordu là. Je ne m'inscris pas dedans. Moi, je vous dis honnêtement, les politiques nous poussent à l'insécurité. Je ne peux pas comprendre qu'un problème soit libyen, qu'il soit malien, qu'il soit irakien ou pas, et qu'on décide d'aller bombarder. Vous voyez, là, c'est une affaire typiquement politique, pour des raisons peut-être économiques. Ça, on n'en vient pas là, ce n'est pas le débat. Mais quand vous finissez de bombarder, il faut sécuriser. Il y a des poudrières, il y a des armes, il y a des mines qui sont placées partout. Il y a même des poudres, il y a tout dans des États comme ça, qui sont nuisibles, n'est-ce pas, à la population. Et cela, quand il y a un désordre quelque part, mais ceux qui sont des spécialistes des trafics et autres s'immiscent et font leur business. Et cela engendre l'insécurité que nous vivons. Parce que là, on ne peut plus dormir tranquille. Puisque le voisin a une Kalachnikov qu'il a été acheté au Mali.
Mais la nuit, il fait votre nuit et puis voilà. Vous retrouvez à livrer soit vos biens matériaux que vous avez mis des années à acquérir, n'est-ce pas? Ou carrément vous trépassez. Donc, première chose qu'on peut retenir dans votre analyse, c'est que cette inflation de l'insécurité en Afrique, les prises d'otages, la situation au Mali, tout ça, c'est une conséquence directe de ce qui s'est passé. Des actes politiques qui sont posés par les politiques eux-mêmes. Par les grandes puissances, notamment l'intervention de la France sur la Libye. Il y a donc 2 ans à peu près. Alors, mais aujourd'hui, comment jugez-vous l'intervention de la France au Mali avec l'appui des forces tchadiennes? Bah écoutez, c'est le retour à l'envoyeur. Pour moi, c'est le retour à l'envoyeur. Ceux qui ont créé cette affaire-là, malheureusement, ils ne sont plus au pouvoir en France. Oui, avec la Libye. Mais que la France maintenant aille au Mali pour rétablir l'ordre, n'est-ce pas? Pour reconquérir le territoire. C'est la continuité de l'État, de toute façon. Pour moi, c'est tout à fait normal. C'était même un devoir pour eux de le faire. C'est la conséquence des erreurs libyennes commises par le régime précédent qu'ils sont en train de corriger. Ça ne nécessite pas un merci. Hein. C'est un devoir. Pour moi, c'est un devoir. Et le président Hollande a su prendre avec toute la hauteur et la responsabilité qui lui est due cette décision-là. Et elle est à saluer. Franchement, elle est à saluer. Mais je reviendrai sur un cas particulier, celui du Tchad, qui ne fait pas partie de la CEDEAO. Mais oui, justement, les forces tchadiennes sont en appui. J'ai été très impressionné par la décision du président tchadien Idriss Déby d'aller dans cette guerre-là. C'est à saluer. Et vous verrez, par rapport à nos chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, franchement, il n'y a pas match. Qu'est-ce qui justifie que le président Idriss Déby choisisse d'aller appuyer les forces françaises Monsieur le journaliste, comprenez que je souffle, que je vous souffle un dicton de mon village qui dit que quand la case du voisin prend feu, il faut chercher à protéger la vôtre. Hein. La meilleure défense, c'est quoi? C'est l'attaque. C'est ce qui nous a été appris dans les écoles. La meilleure défense, c'est l'attaque. Avant que ce phénomène-là d'islamisation, de je ne sais pas quoi, je ne sais pas sous quel emblème ils mettent leurs revendications, se propage à l'Afrique et aille jusqu'au Tchad, même jusqu'en Afrique du Sud, ceux qui en ont les moyens devaient se lever dès maintenant et dire non. Et dire non, ça ne devait pas se passer comme ça. Il faut arrêter. Et ça a été ce que le président tchadien a fait. Et nous le saluons. Nous le saluons. Parce que ce n'est pas évident. En n'étant pas d'une communauté, je veux dire la CEDEAO, s'engager dans une guerre qui n'est pas la vôtre. Parce que cette guerre-là n'est pas là, ce n'est pas une guerre tchadienne. Bien sûr, mais on sait mais il se pourrait que la case du voisin en brûlant tout à fait, ça peut remonter facilement vers l'Afrique centrale. Mais c'est aussi une façon, c'est pas le débat, mais c'est aussi une façon pour le président tchadien de remercier la France qui, à des moments ou d'autres, vraiment est allée à son secours aussi par rapport à son C'est un débat que je ne saurais mener. Je n'étais pas là quand la France est allée au secours de son régime. Et ce n'était d'ailleurs pas le président Hollande qui a été là-bas. Parlant des personnes, j'estime que, avec la nouvelle politique de la France, vous avez vu le cas de Bozizé qui appelait la France au secours. Mais elle n'est pas intervenue. Donc je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités françaises sont plus responsables. Ils savent maintenant comment il faut prendre des décisions par rapport à l'Afrique. L'Afrique n'est quand même pas une poubelle, un dépotoir où n'importe qui peut aller faire ce qu'il veut, comme ça a été le cas dans la crise libyenne. Il faut arrêter. On voit clair maintenant. Hein. Les ténèbres ont disparu, c'est terminé. Maintenant, on voit clair. On saura exprimer, si Dieu nous donne la vie et la longévité, on saura exprimer à tout point de vue et à tout égard ce que nous pensons des crises, des éventuelles crises qui gangrènent notre continent. Donc, les choix sont plus pertinents aujourd'hui en Afrique en ce qui concerne les décisions de la France, c'est ce que vous voulez dire. Et il faut saluer également l'intervention des forces tchadiennes au Mali. Tout à fait. Je prends encore un cas pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire en ce qui concerne les décisions françaises. Vous voyez bien que le président Hollande s'est déplacé avec son ministre du Développement. C'est parce que l'insécurité aussi est liée au problème du développement. Vous imaginez, on fabrique des chômeurs. Nos universités sont des usines de fabrication de chômeurs.
Mais quand le monsieur il est sorti, ou la dame elle est sortie de là, avec un diplôme, une licence, un doctorat, je ne sais pas, un master, et qui n'a pas de quoi travailler, mais quand même, souffrait qu'il prenne un coupe-coupe un jour, qu'il aille se planter au coin de la rue pour guetter le premier venu. Tout ça, là, il participe de l'insécurité. Donc, il faut créer des emplois. Il faut qu'il y ait un développement. Mais le développement doit être accompagné. Parce qu'il faut aussi responsabiliser nos chefs d'État qui viennent ici, là, traîner dans les couloirs de l'Élysée. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et qui repartent toujours, nous, avec à grand renfort de publicité, à grand renfort de publicité, d'images, tout ça, là, pour nous faire Non, c'est fini. Il faut repenser l'Afrique sécuritairement parlant. Il faut revoir les choses. Alors, toujours à propos de cette situation au Mali aujourd'hui, il y a eu quelques semaines d'intervention forte. Donc, l'entrée de ces forces djihadistes-là vers Bamako a été empêchée. Bon, donc, les forces qui intervenaient, l'armée française et tout ça, a pu récupérer aussi Gao et Tombouctou. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas complètement terminé. Il y a encore des soldats français qui meurent, des soldats tchadiens. On a dénombré le 4e soldat français il y a quelques jours, et un 5e. Un Tchadien même. Voilà, un Tchadien aussi est décédé là encore récemment. En tout cas, ça continue. Mais pourquoi ça n'a pas pu être une guerre éclair pour casser les reins, comme le chef d'état-major français a pu le dire, de ces forces djihadistes là, une fois pour de bon? Vous savez, pour avoir fait l'armée, je puis vous dire que il y a à chaque circonstance, à chaque guerre, une stratégie qui est élaborée. Ils ont des experts, n'est-ce pas, qui, à mon avis, ne connaissent pas trop l'Afrique, hein, comme ils le prétendent. Hein. Ils ne connaissent pas trop l'Afrique. Même s'il y a des bases de l'armée française en Afrique. Il y a des forces qui sont en Afrique. Il ne suffit pas. Dans plusieurs pays. Nous habitons peut-être le même quartier, mais vous ne connaissez pas ma demeure mieux que moi. On est d'accord? Tout à fait. Donc, ils sont peut-être en Afrique, mais ils connaîtront jamais, ils connaîtront l'Afrique comme nous. Surtout le désert. Le désert. Encore que, bon, quand vous voyez le Tchad s'impliquer dans cette guerre-là, c'est parce que les combattants tchadiens, je les ai connus. Plus aguerris. Je les ai connus dans les années 87, 88, 89, dans la guerre de la bande d'Aouzou, en Libye. Mais c'est des guerriers, mais c'est de farouches guerriers, les Tchadiens. Vous n'allez pas les comparer à des États dont je ne cite pas le nom ici, dont je ne cite pas les noms ici. La preuve, quand ils sont rentrés à Kidal, vous avez vu, vous comprenez, suivez un peu mon regard, vous comprenez qu'il faut des gens aguerris. Et vous n'oubliez aussi pas que le Tchad est un État sahélien. Tout à fait. Donc il faut avoir des soldats qui ont l'art de combattre dans le désert. Dans l'armée, vous avez quoi? Des commandos marins, des gens qui savent se battre dans l'eau, des commandos fusiliers de l'air, vous avez des commandos parachutistes, vous avez, etc. Chacun sa spécialité. Voilà, chacun dans sa spécialité. Donc la France a certainement élaboré, n'est-ce pas, des stratégies d'attaque et de défense. Maintenant, qui est des morts, ça, c'est des choses qui arrivent en temps de guerre. Une guerre n'est jamais à 100%. Mais pourquoi cette guerre n'arrive pas à vite se terminer, une fois pour de bon, et on apprend encore chaque semaine Je profite de votre plateau pour lancer un appel d'ailleurs à ceux qui souvent crient la guerre, on va faire la guerre, on va faire la guerre. On sait quand elle commence, on ne sait jamais quand elle finit. Et la guerre tchadienne, et la guerre malienne qui est en train de soi-disant s'achever, elle ne s'est pas encore achevée. Si vous suivez, d'après les dernières informations qui nous sont parvenues, vous imaginez qu'on ait combattu ces rebelles-là. Moi, je les appelle des rebelles. Hein. Pour moi, ce ne sont pas des musulmans, ces gens-là. Jusqu'aux portes de la frontière libyenne. La frontière algérienne, elle est fermée. On recherche des otages. Mais ils sont où? Malgré qu'on ait cassé les reins, comme on le dit, à ces rebelles. C'est vrai qu'il y a eu 2 chefs rebelles qui sont morts. Leur dispositif est en tout cas disloqué pour le moment. Mais il y en a qui tiennent encore, qui se battent. Imaginez-vous qu'ils arrivent à la frontière entre la Libye et puis le Mali. Et qu'on se dise, oui, on a sécurisé le territoire malien. Mais est-ce que du côté de la Libye, on a pris le temps de mettre des forces en présence pour vérifier les flux migratoires et contrôler tout ce qui passe de la Libye
Sachant que vous avez dit précédemment que la Libye est devenue un centre commercial d'armes à ciel ouvert. Donc, ils peuvent, un temps soit peu, se replier du côté libyen, se reposer et revenir encore quelques mois plus tard quand l'armée française serait déjà partie. Alors, qui te double? Sachant que le territoire du Mali et même la région de Gao, bon, Tombouctou et tout ça, parce que ça fait 8 fois la France. Ben oui. Donc, c'est-à-dire que c'est incontrôlable. Voilà. Incontrôlable. On a beau mettre des satellites, on a beau mettre des systèmes d'écoute. Écoutez, le désert reste le désert. Il faut l'avoir pratiqué pour le connaître. Alors, il y a une dimension quand même très importante dans cette guerre, donc depuis la fin de la crise libyenne, dont les conséquences se voient depuis quelques mois, donc dans cette crise malienne, la prise de Gao, de Tombouctou et tout ça, c'est que ces combattants, ces rebelles, ils mettent quand même la foi musulmane au cœur de leur cause. Comment vous expliquez ça? Non, j'ai commencé en vous disant qu'on ne fera pas la langue de bois. Je suis musulman. Je suis hajj. Je fais la Mecque. Je fais mon pèlerinage. Je reste un musulman convaincu et coagulé. Je suis pratiquant. Ces gens-là ne sont pas des musulmans. Vous priez régulièrement? Régulièrement, mes 5 prières, par la grâce de Dieu. Ils ne sont pas des musulmans. Je me justifie. La religion musulmane a-t-elle demandé de vendre la drogue? Est-ce que c'est des gens qui vendent la drogue. Est-ce que c'est vu? On a vu des sachets de drogue, des machines. C'est connu. Il y a un chef rebelle qui a été tué, qu'on a même surnommé Mr. Marlboro ou bien je ne sais pas quoi. Là. Vous imaginez un peu? Des gens qui violent des femmes, on coupe des bras. Ah. S'ils prennent des avions, bombarder des tours, faire le terrorisme quand ils le font là, couper les mains, violer des femmes, tuer des enfants, si c'est ça être musulman, moi je ne vais plus à la mosquée. Je suis désolé, je ne mets plus pied à la mosquée, moi. La religion musulmane est une religion de paix, d'amour, de sérénité. Et de partage. Et de partage. Ceux qui refusent ça, ce sont ces gens-là que vous voyez dans le désert. Et qui, sous couvert de cette religion-là, se livrent à un commerce illicite d'armes. On nous a parlé d'un avion qui a atterri dans le désert malien, bourré de drogue. Donc, ils ne sont pas là en réalité pour parler de la religion. On ne force pas quelqu'un à venir à Dieu. Donc, leur revendication, pour moi, ne se relève pas de la religion musulmane. Si vous attaquez ma religion, là, je vous attaque. Mais est-ce que c'est le cas? D'abord, dites-moi, ces gens-là, vous pensez, ce sont des Maliens? Oui, ça c'est... Il y a des Tunisiens, il y a des Algériens, mais qui restent chez eux? Qui restent chez eux? Donc, ce sont des gens qui utilisent la foi, les causes de la religion comme prétexte pour des intérêts. Pour déstabiliser nos États. À des intérêts personnels. Pour obtenir le pouvoir dans tel ou tel pays. À des intérêts personnels. Il n'y a rien de... Pour moi, c'est du sensationnel. C'est du sensationnel. Quand on se cache derrière la religion pour faire une guerre, il faut que les points d'achoppement qui vous opposent soient essentiellement liés à la religion. Et la religion musulmane a fini de faire ces guerres depuis. On a des yeux pour voir, on a des oreilles pour entendre. La religion musulmane a fini de faire ces guerres. L'Afghanistan, c'est politique. L'Irak, c'est politique. Le Mali, c'est politique. Le fondamentalisme a été créé du fait, peut-être, des actes de certaines puissances mondiales qui se sont érigées en donneurs de leçons. S'ils me disent demain que c'est parce que, bon, il y a tel ou tel problème politique que nous sommes levés, nous avions pris les armes, on comprendrait. Mais qu'on ne vienne pas nous dire, c'est parce que, depuis quand on s'est attaqué à la religion musulmane? S'attaquer à des individus. Si vous voulez vous attaquer à la religion musulmane, attaquez-vous à la Kaaba. Attaquez-vous au mausolée du prophète Mahomet. Là, on parlera de guerre religieuse. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi? Dans les guerres, il y a des mosquées qui sont bombardées, même en Irak. Dans des guerres, il y a des églises qui sont aussi bombardées. Il faut que la paix revienne. Il faut qu'on apprenne à vivre dans le partage. Et surtout, qu'on se mette en tête qu'on ne force personne à arriver à Dieu.
Dieu même dans son royaume, là, il a une opposition, le démon. Ah oui. Avec ses acolytes, qui sont aux aguets tous les matins, et qui font cette guerre, qui font cette guerre-là de conquête. Donc pour moi, ces gens-là, ce sont des alliés du démon. Ce sont des alliés du démon. S'ils veulent et ils respectent la religion musulmane, qu'ils déposent les armes et qu'ils fassent des revendications conformément aux lois et réglementations selon les États dans lesquels ils vivent. Et qu'ils n'extrapolent pas ou qu'ils ne nous exportent pas ce genre de combat dans nos États, parce que l'Afrique a besoin de se développer. Voilà. Comment vous pensez justement que ces questions peuvent être résolues une fois pour de bon, pour qu'on arrive à une paix durable en Afrique, au Mali, par exemple? Que les États donneurs de leçons arrêtent de venir nous bombarder. Ça, c'est la première des choses. De deux, que nos États créent des cellules. J'ai travaillé, j'ai fait une conception pour un chef d'État que je lui ai adressé tout dernièrement, dans lequel je lui ai dit de veiller à créer une direction de la direction de l'armement et des munitions et des optiques dans son État. Toute arme reprise au grand banditisme doit être totalement fichée et peut-être même réintégrée au sein du répertorié et réintégrée au sein du matériel de guerre de l'État en question. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très aberrant. Tout ce qui est pris au Mali, là, les armes, les bombes, tout ce qui est... Je ne comprends. On détruit. Mais l'État malien, il fait la guerre avec quoi? Donc ça devait être introduit. Normalement, je demande, en tant que citoyen africain, au président malien, de récupérer tout ce matériel-là, de le répertorier à travers un programme bien défini et de le ranger dans de mettre à la disposition de l'armée. Si on détruit tout ça, vous voulez qu'on reprenne dans l'argent du développement pour aller se réarmer? Attends, c'est un éternel recommencement. Et qui sait, quand l'armée française doit partir, avec quelles munitions veulent-ils combattre ceux qui pourraient être d'éventuels récidivistes? Donc, approche de solution, pour qu'il y ait une paix durable, première des choses... Qu'on arrête de bombarder. Que les États, les puissances occidentales arrêtent de devenir dans les affaires des États africains. Qu'on arrête ça. Ça ne crée pas la paix et la stabilité. Ça ne crée pas la paix et la stabilité. Mais lorsque parfois des pouvoirs sont violents vis-à-vis de leur population, vous pensez que les États, les puissances occidentales n'ont pas le droit d'intervenir pour créer une démocratie? Parce que c'est ça qui était... Dans le dialogue. Bon, c'est discutable. Mais théoriquement, c'est ça qui était à la base de la dialogue libyenne et du printemps arabe. Dans le dialogue. Moi, je vous ai dit, le printemps arabe, moi, ça n'a pas existé. C'est des montages. C'est des montages pour remettre la main sur certaines choses dont je ne dis pas le nom ici. C'est des montages. Vous savez, en matière de stratégie de guerre, il y en a qui sont tapis dans l'ombre, mais qui pensent la guerre pendant il y a 200, 300 ans pour la recolonisation de l'Afrique. Elle est pensée déjà sur des années, des siècles. L'Afrique, il y a tout là-bas. Vous avez tout. Dites-moi, parlez-moi d'un minerai que vous ne retrouvez pas dans les sols africains. Mais on a tout ça, mais on ne vit pas. On n'est pas tranquille. On nous a classés parmi ce qu'on appelle les pays du tiers monde ou pauvres. Et pourtant, le diamant, là, il sort de notre sol. Le phosphate, le fer, le manganèse, tout ce que vous voulez. C'est là-bas. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on soit dans l'insécurité et dans la pauvreté, alors qu'on a tout ça. Donc, qu'on arrête déjà de venir bombarder, qu'on nous laisse gérer. C'est eux qui nous forment. Si on est des tares, si on nous traite de tares en Afrique, ça veut dire que ce qu'ils nous enseignent dans leur école ici, c'est le mauvais choix qu'ils nous font prendre. Tout ce qui nous est enseigné ici, c'est du faux alors. C'est comme ça que je vois la chose. Puisqu'on fait des grandes écoles ici, on paye des centaines de mille pour faire des écoles ici. Donc, si ce qu'on a appris ici, on retourne en Afrique après l'avoir appris et qu'on n'arrive pas à les essayer là-bas, parce que confronté aux réalités qui sont différentes de ce qu'on nous apprend ici, il y a mal donne.
Alors, quelle autre approche de solution pour aller vers une paix durable Pour aller vers une paix durable, déjà, il faudra que, si je prends le cas de mon pays, je vois qu'il y a souvent des braquages. Le Bénin. Il y a des braquages, il y a des vols à main. Vous imaginez, dans le Justement, cas... c'est pas qu'au Bénin, dans la plupart des capitales africaines, il y a donc cette insécurité. Je prends le cas de mon pays que je connais encore mieux. Je ne vais pas généraliser. Vous imaginez que des braqueurs prennent une barque motorisée, traversent toute la mer, l'océan Atlantique, rentrent dans Cotonou, à l'entrée de Ntokpa, rentrent dans ce marché-là, vont jusque sur les banques implantées dans ce marché-là pour faire des braquages. C'est inadmissible pour un homme de sécurité. Je n'arrive pas à penser ça. Donc, moi, chaque ville, pour moi, en Afrique, doit avoir un plan de sécurité. Et c'est la charge de l'État, c'est la responsabilité des ministères de l'intérieur de chaque État d'élaborer ce genre de stratégie de défense du territoire. La défense opérationnelle du territoire n'incombe pas qu'aux civils. Vous imaginez, parfois, je vois la défense opérationnelle du territoire n'incombe pas qu'aux civils. Parce que j'ai vu à la télé béninoise, quand j'étais au Bénin tout dernièrement, j'ai vu un capitaine de compagnie venir dire à la population, aidez-nous à démasquer les braqueurs. Mais vous pensez que celui qui est à jeun, qui n'a pas mangé là, il donnerait bien volontiers un coup de main aux braqueurs pour avoir sa part du gain que de le dénoncer aux forces de l'ordre. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas assez de moyens pour que les gendarmes et les policiers fassent leur travail. Dans la ville de Cotonou, par exemple, écoutez, la ville de Cotonou a à sa tête un commissaire dont aujourd'hui je salue la bravoure. Je veux parler du commissaire Oudéon, sans citer de nom. Il fait un travail colossal. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. La vérité, elle est là. Tout ce qu'il fait n'est peut-être pas bon. On n'est jamais apprécié à 100%. Mais je dis que parmi les commissaires qui sont passés là, au commissariat central de Cotonou, franchement, il en est un qui est remarquable. Il fait partie de ceux qui sont remarquables. Il y avait un délinquant là, je ne sais pas si je ne me rappelle plus bien son nom, Taïrou Djalili, un truc comme ça, qui semait la terreur dans Ntokpa. Mais il a fallu ce commissaire-là pour dire, mais écoutez, laissez nos mamans tranquilles. Et vous voyez comment on nous crée l'insécurité. Il y a des magistrats derrière qui décident de libérer ce monsieur, de faire arrêter ce monsieur-là pour avoir fait liquider le délinquant en question. Ça a failli créer une crise. C'était au temps du Kérékou. Donc, il faut qu'on arrête. Les magistrats dans leur rôle, les policiers dans leur rôle, et que chacun participe, n'est-ce pas, à la sécurité. C'est vrai que dénoncer quelqu'un, un intrus, dans un village, dans une ville, ça participe aussi de la sécurité. Mais il faudrait qu'il y ait des méthodes, des stratégies, des politiques de stratégie bien élaborées pour lutter contre, déjà, le trafic d'armes, le trafic de drogue, tout ce qui engendre et qui peut créer l'insécurité. C'est mon avis. Et pour faire ça, il y a des officiers. Hein. On a des officiers de police, mais nantis de haut diplôme, des cadres émérites qui peuvent s'asseoir autour d'une table et décider de ce qu'on peut faire pour chaque ville de notre pays et partant pour chaque État de l'Afrique. Alors, vous-même, on va rapidement parler un petit peu de vous. Vous avez été formé, je l'ai dit au début de cette émission, dans les forces spéciales libyennes. Vous étiez promis à une carrière soit de pilote, soit donc d'officier dans une armée. Mais vous avez essentiellement exercé dans le privé. Vous avez travaillé pour la garde privée de dirigeants comme Robert Guéhi. Vous avez approché Charles Taylor. Je pense que dans les années passées, vous avez même travaillé un petit peu pour la sécurité du président actuel du Bénin, Boni-Yahi. Vous avez le docteur Boni-Yahi. Vous avez également travaillé pour l'ancien président de la Boadé, donc pour ces questions de sécurité, Abdoulaye Biotchane. Mais à la fin de votre formation, donc dans les années 80, au début des années 90, avec le régime qui était en place dans votre pays, on vous a cité dans des affaires de complot contre l'État. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, puisqu'on a l'occasion de parler, d'échanger un petit peu avec vous aujourd'hui, avant de conclure cette émission? Vous savez, c'est vrai, j'ai été formé dans l'une des plus redoutables unités
d'élite libyenne. C'est connu. Hein. Ceux qui le savent, le savent. Mais je ne fais pas de publicité. Ça ne sert à rien de faire de la publicité. Cela ne m'a pas permis d'intégrer, n'est-ce pas, de faire carrière, pour des raisons qui me sont propres et que je ne voudrais pas développer ici. Mais j'ai tout de suite compris que ma formation pouvait me permettre, n'est-ce pas, d'enclencher, n'est-ce pas, sur le plan privé, un certain nombre d'actions. Donc, de mettre en valeur tout ce que j'ai pu apprendre avec la partie libyenne. J'ai fait d'autres écoles, n'est-ce pas, de protection. Avec la Libye, j'ai fait une formation dans une unité spécialisée de frappe de l'ennemi à domicile. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est du passé. Aujourd'hui, je me suis reconverti à travailler dans le privé. Pourquoi? Parce que je me rends compte que l'insécurité est grandissante. Vous avez parlé du général Guy Robert qui a demandé que je vienne le voir. Effectivement, je suis allé, je suis resté jusqu'à ce qu'il soit parti du pouvoir. Il y a le président Charles Taylor, je suis allé, je lui ai dit ce que je pensais, n'est-ce pas? Je lui ai apporté mon point de vue au niveau de la sécurité. Beaucoup de points ont été pris en compte. Il y a d'autres, je ne vais pas étaler ici tout de suite. Il y a des ministres, il y a des députés, il y a beaucoup de gens. Donc, quand aujourd'hui j'ai pris la décision, n'est-ce pas, de me reverser dans le privé, c'est déjà pour pallier à un problème. Parce qu'à l'époque, si vous suivez l'actualité, j'ai été accusé de terroriste islamisant aussi. Oui, j'ai même eu un droit de réplique à travers un journal de Jeune Afrique Économie, dans lequel je disais non, il ne faut pas lier la religion. Et celui qui se cache derrière cet article-là, il continue à ce jour de manigancer des trucs. On attend de voir. Maintenant, gagner ma vie, oui, parce que j'ai appris un métier et je l'exerce. C'est compte tenu de mes compétences qu'aujourd'hui je me retrouve directeur d'une société ici en France, Protecteur International, qui s'occupe de la protection des personnalités, la protection des personnalités à haut risque et de la protection des personnalités au niveau étatique. Donc on donne des conseils, je suis consultant. Mais pourquoi vous inciter à un moment donné au Bénin dans une affaire de complot contre l'État? Si je prends le premier cas, c'était en 88. J'étais encore en pleine formation en Libye. Il s'agissait du coup d'État manqué du colonel aide de camp de l'époque. On ne va pas citer de nom, mais voilà. Bon, donc voilà, il y a eu un coup d'État manqué déjà, auquel ils m'ont lié à ce coup d'État-là, en disant voilà, il devait venir comme... C'était dans les années 90. 90. Non, 87. 88. 88. Donc là, on était d'accord. En 88. Passé le régime de Kérékou en 90, nous sommes arrivés à la rébellion de 91. Compte tenu de ma formation, qui ne laisse pas dormir certaines personnes, on m'implique dans l'histoire de la rébellion, dans le Nati Tengou. Vous connaissez un peu l'histoire. Partant de là, je me retrouve comme quoi étant un espion entre Lomé et Cotonou. Je me fais arrêter à la frontière en 93, déféré au service des frontières terrestres et de l'air, gardé dans des conditions totalement inhumaines et dégradantes. Et en 95, vous avez connu un peu l'histoire du Bénin. Le Bénin faisait à l'époque un challenge entre le Kérékou qui est parti et le président Soglo qui devait revenir et qui devait continuer son mandat. Il s'est fait que Kérékou a décidé de poser sa candidature et on a vu des officiers arrêtés. Il y a toute une flopée d'officiers qui avaient été arrêtés et placés dans des prisons. On a dit non, écoutez, il faut arrêter ça. Nous sommes contre l'injustice. Je suis né dans une famille où ce n'est pas tolérable. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas brimer les gens quand ils sont chez eux tranquillement. Ça m'a conduit à 8 mois de détention. Ferme. Sans jugement. Dans des conditions vraiment délicates. Donc, vous voyez, c'est toute une succession du fait de la Libye. Du fait de ma formation en Libye. Donc, quand vous voyez, ils sont en train de me déclarer mort. Oui, pourquoi? Moi, je suis en France, je travaille, je gagne mon pain, je m'occupe de personne. Je m'occupe de ce que j'ai appris et qui me permet de nourrir ma famille. Point.
Maintenant, si demain, vous m'appelez pour votre sécurité, et c'était le cas du président Yahi Boni en 2006, pour sa campagne, on m'a désigné pour garder le secteur Ouémé Plateau, qui était un point sensible en 2006, et que j'ai fait mon boulot, je suis parti. Le président Abdoulaye Biachane, en 2011, qui m'a consulté, qui m'a dit, écoutez, venez, on va faire le travail. Je suis allé, j'ai fait mon boulot, je me suis rangé. Qu'on me laisse tranquille, c'est tout ce que je demande. Je ne demande pas plus. Maintenant, ceux qui refusent de me laisser tranquille, mais il y a la main de Dieu. Et cette main de Dieu-là, elle rendra justice un jour. Alors, avant de conclure cette émission et donc de vous poser le questionnaire de Proust, pour mieux vous découvrir un petit peu, sur la question de la paix et de la sécurité en Afrique, une dernière vision des choses, vraiment, quelles sont vos propositions, comment vous voyez les choses pour justement aller plus loin par rapport à la paix en Afrique, notamment ces prises d'otages-là, les 7 Français, qui ont la famille française qui a été prise en otage au Cameroun. Donc, voilà, question concrète. Comment pensez-vous que la France peut intervenir pour pouvoir négocier et obtenir la libération de ces otages? Déjà, je trouve tout à fait inadmissible qu'on prenne des otages. Je suis soldat, je le reste dans ma tête. Quand vous avez une guerre à faire, faites la guerre avec ceux qui vous combattent. Ces civils-là qui viennent dans vos pays et qui viennent faire la connaissance de votre pays, partager avec vous leur culture, ils n'ont pas droit, ils ne méritent pas ce genre de sort. C'est inadmissible. Qu'on soit en sardine ou je ne sais pas quoi, ils se donnent des noms fabuleux. Je ne sais pas, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Moi, je partirai. D'abord, il faudrait demander à nos chefs d'État d'arrêter les sommets à la va-vite, là. Les sommets en tout genre. On se réunit toutes les semaines. Il n'y a rien qui en résulte. Il faut qu'on arrête ça. C'est de l'argent gaspillé, c'est de l'argent du contribuable qui est gaspillé. Qu'on prenne cet argent-là pour équiper nos forces de sécurité et de défense. Maintenant, les otages, on vient d'apprendre que 7 Libanais, 2 Syriens, je ne sais pas, ils étaient 7 au total, ont été abattus la semaine dernière. C'est ce qui a été dit. Comment on peut tolérer des choses comme ça? Comment vous pouvez accepter que des gens qui viennent apporter leur savoir à notre peuple se fassent tout bêtement comme ça, là, enlevés et exécutés, sous prétexte que l'islam aurait été attaqué? Mais de quel islam on nous parle? Si c'est le mien, là, d'aller à la mosquée, de prier, de voir mon voisin, de le saluer, alors là, je ne suis pas inscrit à ce calendrier. De deux, je voudrais demander à ceux qui aujourd'hui sont responsables dans les pays occidentaux d'arrêter la mascarade. C'est de la mascarade ce qu'ils font là. Quelqu'un a chanté, non? Ils allument le feu, ils viennent jouer aux pompiers. C'est Tiken Jah Fakoly qui a chanté ça. Qu'on arrête de créer le désordre, pas Sarkozy, et qu'on vienne éteindre le feu par Hollande. Il faut arrêter. On a compris, hein, on a compris. On sait pourquoi certaines choses se passent. Il y a des choses qui sont bonnes à dire, il y a des choses qui ne sont pas. Je sortirai d'ici libre. Et fera face à tout interrogatoire. Mais qu'est-ce que vous pouvez conseiller à la France, par exemple? Voilà que la situation est là. La situation est pourrie. Il y a ces 7 Français, cette famille-là. Comment la France peut négocier, par exemple, pour obtenir ça? Est-ce qu'il faut payer? C'est un grand débat ici en France. C'est une erreur. Est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il faut négocier? C'est une erreur grave pour des États aussi nantis en matériel de recherche, d'action, de dissuasion, de se mettre à payer des rançons pour des gens qui ne sont pas aussi formés qu'eux. Attendez, réfléchissez un peu. Le maître qui se met à payer l'élève, pourquoi? L'élève est-il devenu plus fort que le maître pour récupérer quelque chose qui lui appartient? Ce n'est pas normal. Et quelque part, nos États, il y a des chargés de sécurité au sein de nos États. Ces gens-là, ils font quoi? Vous les voyez rouler dans de grosses berlines. Ils nous sont même... Écoutez, vous voyez la cellule familiale. La cellule familiale, c'est le socle de la société. C'est le début et la fin d'un État en lui-même. Le père de famille, que je peux représenter par le chef de l'État, la mère qui parfois s'oppose, les partis d'opposition, et les enfants qui sont dans la rue en train de crier, les enfants qui sont à la maison et qui ne s'entendent pas, donc le peuple qui est dans la rue en train de crier. Prenons les choses de manière assez simple. N'allons pas dans un gros jargon.
Si c'est le jargon techniquement parlant, je vais vous parler de sécurité et si vous n'y comprenez rien, vous ne comprendrez rien du tout. C'est pour cela que je m'exprime de manière assez simple pour que les citoyens et les citoyennes comprennent que dans la sécurité, il y a des responsabilités. Et il y a des responsables aussi. Les responsables auxquels sont confiés ces responsabilités-là doivent exercer leur pouvoir. Le pouvoir, il s'arrache. Si vous voulez lutter contre l'insécurité, alors préparez la sécurité. Et préparer la sécurité engendre qu'on ait le matériel, les hommes et les moyens qu'il faut. Est-ce que nos États ont les moyens de leur politique? Je me suis longtemps posé cette question. Comment y arriver alors? Comment obtenir ces moyens-là? Il faut déjà commencer par s'asseoir et réfléchir. Face à tout ce qui arrive là, réfléchir dans le sens de trouver des alternatives. Regardez le Tchad. Si elle est allée dans cette guerre, le Tchad a un fonds de commerce, son pétrole. Qui nourrit les soldats tchadiens sur le terrain? Vous pensez que c'est l'ONU? Déjà, il n'y a pas l'ONU là-bas. Pourquoi les autres États africains refusent de rentrer dans cette guerre? Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de perdre des hommes, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire cette guerre. Donc, il faut réfléchir. Quand on se réunit en communauté économique, ce n'est pas seulement pour créer des banques comme la BOAD, la BCA ou machin. Il faut aussi que chaque État mette des moyens financiers, matériels et humains pour compenser le vide créé par l'insécurité au niveau de chaque État. Le président ougandais, vous avez suivi son interview. Franchement, ça fait pitié. J'ai pitié d'être ouest-africain. J'ai la honte. J'étais tout dernièrement dans un avion, j'ai eu un débat de 3 heures de temps, mais j'avais la tête baissée. Face à un Tchadien qui me disait, mais écoutez, réveillez-vous, vous faites quoi? Un civil qui me parlait. Et je ne lui ai pas décliné mon identité. Donc vous voyez, quelque part, c'est des propositions sur lesquelles, si un jour nous sommes appelés à rencontrer ces chefs d'État-là, nous leur dirons ce que nous pensons. On ne va pas étaler ici. Vous n'allez pas étaler votre stratégie de guerre, d'attaque ou de défense sur un plateau de télévision, alors qu'il y a des personnes bien recommandées auxquelles vous pouvez vous adresser. Moi, je n'attendrai pas qu'on m'appelle. D'ailleurs, je prépare un voyage pour Cotonou. Je souhaiterais rencontrer certaines personnes dont, n'est-ce pas, les fonctions sont liées à la sécurité, qu'elle soit de l'État ou pas. La sécurité n'est pas seulement soldats, militaires. Il y a la sécurité alimentaire aussi. On peut empoisonner toute une population par l'eau, par la nourriture, etc., par les médicaments. Qui s'occupe de tout ça? Il faut des moyens pour ça. Donc, quand on n'a pas les moyens de sa politique, il ne sert à rien de faire du fanfaronnage. Il faut rester calme. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Souleymane Hamzat, pour nous avoir partagé avec vous cette vision, cet éclairage que vous avez sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Alors, avant de finir, on va essayer de mieux vous découvrir à travers votre personnalité, votre psychologie, vos goûts, etc. Monsieur Souleymane Hamzat, quel est votre principal trait de caractère? La franchise. La franchise. Je vous dis ce que je pense. Que vous soyez content ou pas, qui que vous soyez président ou général, moi je vous dis, la main sur le cœur, ce que je pense. Je suis un homme qui est libre d'acte et de pensée. Quelle est la qualité que vous préférez le plus chez un homme? L'honnêteté. Et quelle est la qualité que vous préférez le plus chez une femme? L'amour. Et quelle faute vous seriez prêt à pardonner à n'importe qui? Quelle est la faute que vous serez le plus facilement prêt à pardonner? C'est dur ça, ce que vous me demandez. Je pardonne tout, moi, à condition qu'elle soit reconnue. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est le meurtre. Tuer quelqu'un, tuer un parent qui est lié à vous, sans raison. Un ami, même un ennemi. L'ennemi aussi a le droit de vivre. Il y a des ennemis de guerre. Quand vous les prenez aussi, il faut les traiter comme des humains. C'est les lois de la guerre qui le demandent. Même les lois de la nature aussi le demandent. Quelle est votre boisson préférée? De l'eau. Votre couleur préférée? Le bleu. Quelle chanson vous fredonnez, par exemple, lorsque vous êtes sous la douche? Qu'est-ce que vous aimez bien fredonner comme chanson? C'est une chanson... Bon, je ne m'arrive pas souvent de chanter sous la douche, mais j'apprécie... Il y a 2 artistes au Bénin. Il y a Afafa. Oui. Où ils disent
Mais des Kodjaï, tu vois, la vie, il faut se relever. Il faut se relever. C'est celui qui sait se relever qui peut atteindre son but. Et il y a Dibi Dobo, ceux qui chantent dans ce sens-là. Donc voilà des artistes qui, parfois, quand je les écoute, ben oui, je me donne le plaisir de fredonner aussi quand même. Et est-ce que vous avez une fleur préférée? Bon, je ne suis pas un gros romantique. Hein. Je suis plutôt un homme de principe. Un homme de terrain? Oui, un pragmatiste. Le terrain qui commande et nous sommes sur le terrain, c'est tout. Alors, dernière question, je ne veux pas vous demander si vous croyez en Dieu, c'est évident, vous êtes un homme de foi. Au dernier jour de votre vie, si vous rencontrez Dieu, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise? Rentre au paradis. Merci. Parce que je crois en lui, je reste persuadé qu'il est un et qu'il est unique. Et que pour moi, musulman, Mahomet est son messager. Donc si je devais le rencontrer un jour, qu'il me dise, voilà, la porte du paradis. Merci beaucoup, M. Suleiman Hamzat. J'espère effectivement que vous trouverez merci la porte du paradis. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. C'est vrai, on n'a pas le temps souvent pour parler de tous ces problèmes liés à l'Afrique. Il y a beaucoup de difficultés. Je demande à mes compatriotes du Bénin et d'ailleurs de savoir rehausser le moral parce que bientôt vient le réveil de la conscience noire. N'oubliez pas. Merci le réveil beaucoup. de la conscience noire. Merci beaucoup, M. Suleiman Hamzat. Merci beaucoup. Merci. Et que les bénédictions soient, les bénédictions divines. Merci. À très bientôt. Amis téléspectateurs, amis de Canal 3 Monde et donc fidèles téléspectateurs de Conviction, nous sommes à la fin de cette émission où j'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir M. Suleiman Hamzat. Donc nous avons fait un tour d'horizon sur les questions liées à la sécurité et à la paix en Afrique. Nous espérons que les années à venir seront vraiment des années de paix et de stabilité en Afrique. Merci et puis à très bientôt sur les antennes de Canal 3 Monde. Au revoir.